Pour moi d'ouvrir cette séance de travail. Nous nous retrouvons avec les responsables conformité, toujours attentifs, toujours plus nombreux, comme l'a dit Xavier. Et c'est vraiment un moment privilégié pour permettre aux équipes du régulateur d'échanger avec les professionnels que vous êtes. Ça nous permet je voudrais le dire en introduction, de mesurer le chemin parcouru depuis l'an dernier, de pouvoir vous exprimer ma conviction très sincère que nous avons travaillé ensemble avec professionnalisme et en bonne intelligence, avec le but d'avoir une finance moins risquée et de la mettre le plus possible au service de l'économie. En ce premier trimestre 2015, qui sur le plan macroéconomique semble placé sous des auspices un peu plus favorables, malgré des risques géopolitiques toujours très inquiétants, je souhaiterais développer en introduction de cette journée 2 points. D'abord, aborder la question des défis que pose la nouvelle étape qui s'ouvre pour une plus grande unification des marchés de capitaux européens. Et le second point, c'est l'image et la manière dont nous pouvons tous contribuer à redresser, et c'est une tâche d'assez longue haleine, l'image de la finance dans les esprits de nos concitoyens, parce que je crois que c'est un point de passage obligé pour mettre cette finance davantage encore au service de l'économie et de l'emploi. Alors, premier point, donc, la nouvelle étape de la construction européenne dans notre domaine. Quelques mois après l'élection du Parlement européen et l'installation de la nouvelle Commission en novembre dernier, la question des prochaines étapes au niveau de l'Union est clairement posée. Pour nous, à l'AMF, il ne fait aucun doute que la Commission a raison de vouloir engager ce qu'elle appelle une union des marchés de capitaux plus effective et d'insister sur la nécessité d'améliorer le financement de l'économie européenne. Comme régulateur national, nous devons participer activement à cette réflexion, sans cependant, bien sûr, oublier que la page de la lutte contre les risques financiers qui sont apparus dans toute leur brutalité en 2007-2008 ne peut pas être considérée comme tournée. Alors pourquoi ne peut-elle pas être considérée comme tournée ? Pour plusieurs raisons. La première évidente, c'est que le programme de travail ambitieux qui avait été arrêté en 2008-2009 lors des réunions du G20 et du Forum de stabilité financière, ce programme de travail, même si pas mal d'années se sont passées, n'est pas achevé, vous le savez tous. C'est par exemple le cas de la réforme des fonds monétaires, qui a longtemps été bloquée politiquement, qui est difficile. Je suis un peu plus optimiste depuis le 26 février, où un compromis a été proposé en commission Econ, qui offre heureusement une perspective de solution acceptable. J'espère qu'elle progressera. C'est aussi le cas de la réforme des marchés dérivés, EMIR n'étant encore que très partiellement appliqué, et le passage à la compensation obligatoire pour certaines classes de dérivés et l'exploitation des données sur les transactions qui sont recueillies depuis à peu près 1 an maintenant dans les bases de données dédiées, ce qu'on appelle en anglais les fameux Trade Repositories, vont encore nous mobiliser, acteurs comme régulateurs, pendant de longs mois. C'est un chantier pour nous majeur. L'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, où l'AMF est très active, a un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre cohérente du nouveau cadre réglementaire. Nous partageons pleinement la volonté des responsables de l'ESMA de porter désormais davantage l'effort sur une harmonisation des pratiques de supervision des différents régulateurs nationaux, de ne pas être uniquement absorbés par la production de textes, qu'il s'agisse de guidelines, de standards, de textes d'interprétation, de textes niveau 2 ou 3. L'ESMA ne doit pas hésiter à réagir si un État membre prend des libertés avec les règles communautaires, pas plus qu'elle ne doit, pour moi, s'exonérer d'un patient travail de comparaison des procédures, des moyens, des priorités adoptées par chaque régulateur national dans la mise en œuvre des grandes réformes définies à l'échelon de l'Union européenne. Parce que c'est à ce niveau de détail-là que se construit réellement une union des marchés de capitaux et une démarche commune sans compétition réglementaire ou sans arbitrage réglementaire offert trop légèrement aux praticiens. Des progrès sont aussi nécessaires dans la construction d'une surveillance européenne des marchés financiers.
Je crois que nous, régulateurs, nous devons harmoniser nos standards de recueil des données sur les ordres et les transactions et sans doute les mutualiser, ce sera une tâche longue, pour être plus efficaces et puis pour minimiser le poids de nos demandes sur les acteurs de l'industrie. Rien de tout cela, que j'évoque très rapidement, n'est en contradiction avec les intentions du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et de Lord Hill, le nouveau commissaire européen chargé des services financiers. Je dirais plutôt que c'est le socle sur lequel nous devons bâtir la nouvelle étape à laquelle Bruxelles nous invite. Nous devons chercher à disposer en Europe d'un système financier plus diversifié qui complète le financement bancaire, traditionnellement très important en Europe continentale, par des marchés de capitaux développés et ayant une profondeur suffisante. Ce concept d'union des marchés de capitaux a certes besoin d'être précisé. À ce stade, je comprends qu'il vise en particulier à organiser, à relancer le marché européen de la titrisation, à développer celui de la dette corporate, qui est déjà très dynamique, à renforcer la convergence des pratiques en matière de placement privé. Le réexamen de mesures existantes, comme par exemple la directive prospectus, qui doit être relue à la lumière des besoins des entreprises moyennes et intermédiaires pour leur permettre de remplir plus facilement leurs obligations lorsqu'elles veulent accéder au marché par la cotation. Ce sujet sera également traité dans le cadre des travaux de l'Union des marchés de capitaux. Ces orientations, et c'est pour nous un motif de satisfaction, sont parfaitement en ligne avec le plan stratégique à 3 ans de l'AMF, qui, je vous le rappelle, s'était fixé comme ligne directrice de redonner du sens à la finance. Et cela m'amène à mon second point, comment redresser l'image de la finance dans les esprits de nos concitoyens et lui rendre toute son efficacité pour l'emploi. Car vos maisons pourront certes développer de nouveaux produits financiers, nous pourrons de notre côté assurer un cadre de régulation aussi fiable que possible, mais tous nos efforts seront en grande partie vains tant que les investisseurs, notamment les particuliers, ne retrouveront pas une véritable confiance dans les marchés financiers, dans le monde de la finance en général. Cela nécessite en premier lieu d'aider les investisseurs à mieux appréhender les risques et les chances de gain pour pouvoir, si cela leur convient et si c'est adapté à leur situation, orienter une partie de leur épargne vers des projets de croissance à long terme. C'est pourquoi les réseaux de distribution sont en première ligne et devraient pouvoir accompagner les clients dans leur appréhension, toujours très délicate, du couple rendement-risque. Cependant, comme nos visites mystères le démontrent, depuis plusieurs années, la crise a rendu les conseillers de clientèle, les réseaux de distribution eux-mêmes, assez averses au risque. Cette aversion au risque, des conseillers comme des clients, n'est pas surprenante, elle est même parfaitement compréhensible. Mais si on prend un peu de recul, elle comporte le risque de nuire à l'intérêt bien compris de certains investisseurs, notamment les particuliers que nous avons pour première mission de défendre. Je pense à ceux qui se sont éloignés des marchés des actions depuis 2008, alors que ceux qui ont fait le choix inverse, des minoritaires, et qui y ont investi ces dernières années, ont bénéficié en réalité de dividendes et de plus-values en capital qui ont rémunéré généreusement le risque qu'ils avaient accepté de prendre. Cette aversion au risque, combinée avec certaines caractéristiques de notre système de rémunération et de fiscalisation faible ou nulle de l'épargne liquide, comporte aussi le risque de réduire le financement à long terme, pourtant nécessaire au redémarrage de l'économie européenne. C'est pourquoi je crois que nous ne devons pas ménager nos efforts pour améliorer la culture financière du grand public, pour simplifier, pour rendre plus utile et directement compréhensible l'information qui est délivrée aux clients. Malheureusement, soyons un peu réalistes, cette information est souvent plus marquée par le désir, que je comprends parfaitement au demeurant, de limiter les risques juridiques par rapport aux plaintes possibles de clients mécontents, voire aux critiques du régulateur, que par celui d'éclairer véritablement la décision du client. Il y a donc un formalisme à dépasser. Bien sûr, il faut respecter les règles, un régulateur ne vous dira pas le contraire, mais il faut chercher le but véritable qui est d'éclairer la décision du client. Redonner confiance à nos concitoyens en matière financière
consiste aussi à leur éviter, autant que nous pouvons le faire, de succomber à de nombreuses offres faussement alléchantes et promettant des rendements faciles à un moment où, comme Xavier Parin le disait, les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas. Je pense bien sûr à toute une série de placements qu'on appelle exotiques, que ce soit le vin, les œuvres d'art, les manuscrits et j'en passe, terrain sur lesquels il ne faut bien sûr ne s'engager qu'avec une extrême prudence et beaucoup de compétences si on veut éviter les risques cachés. Je pense aussi aux offres de trading sur le Forex ou les options binaires pour lesquelles nos campagnes de prévention, pourtant énergiques, ça n'a pas dû vous échapper, semblent ne plus suffire face à l'importance des moyens publicitaires utilisés. Certes, nous avons enregistré des succès juridiques récents en obtenant la possibilité de bloquer certains sites non autorisés à exercer en France, mais il en existe de très nombreux et il s'en crée de nouveaux chaque semaine. C'est pourquoi nous avons réfléchi sur d'autres moyens d'action et essayé d'agir à la base du problème, qui est le contact direct, le recrutement des clients sur les réseaux Internet, et proposer aux législateurs français d'interdire la publicité auprès du grand public pour les produits les plus risqués. Ce n'est pas une démarche juridiquement parfaitement facile. Elle doit passer par le canal de la préparation des textes législatifs et être bien calée en droit. Nous visons principalement les produits pour lesquels la perte maximale n'est pas connue au moment de la souscription en raison d'un effet de levier, ou des cas où le fameux rapport rendement-risque est extrêmement difficile à appréhender pour le client. Nous avons bon espoir que cette proposition puisse être examinée avant l'été et renforce notre main dans la lutte contre ces abus. Voilà, en introduction de cette journée, les messages principaux que je voulais exprimer. Un grand pan de réformes adoptées et en cours de mise en œuvre, qui vont nous mobiliser tous encore pendant un certain temps. Donc aucune pause pour les régulateurs ni pour les professionnels. Des travaux très intéressants et mobilisateurs sur l'union des marchés de capitaux, qui seront abordés plus tard dans cette journée. Un contexte de marché très particulier, avec des taux exceptionnellement bas, avec des menaces réelles, mais avec aussi un rapport rendement-risque à ne pas oublier, car ce n'est pas toujours le plus prudent qui est le plus sage et qui agit dans son meilleur intérêt patrimonial et dans le meilleur intérêt de l'économie en général. Tout cela appelle beaucoup de travail et de professionnalisme et de vigilance de la part de vos maisons et des responsables conformité que vous êtes, pour que nous mettions tous ensemble cette finance qui a été sérieusement ébranlée dans certains de ses fondements. Nous la mettions véritablement au service du financement de l'économie. Je ne pense pas que le développement économique repose uniquement sur un bon système financier. Il y a bien entendu d'autres conditions à remplir, mais ce dont je suis sûr, c'est que si le système financier est durablement défaillant et inadapté, ça gêne le retour à la croissance et c'est quelque chose que nous devons éviter au maximum. Je vous souhaite bon courage dans cette œuvre et une journée parfaitement réussie avec nous aujourd'hui et tous les spécialistes qui ont été rassemblés pour ce dialogue. Merci beaucoup.